Tu expliques souvent, pas parce que tu es confus, pas parce que tu mens, mais parce que tu veux être compris. Et pourtant, plus tu expliques, plus certaines personnes commencent à douter de toi. Elles ne doutent pas forcément de tes arguments, elles doutent de ta position. Elles sentent quelque chose sans toujours pouvoir le formuler, un léger déséquilibre, comme si tu avais besoin d'être validé. C'est une expérience courante. Tu prends une décision, tu exprimes une opinion, et presque immédiatement tu ajoutes une phrase de plus, puis une autre. Tu précises, tu contextualises, tu détailles, non pas pour clarifier, mais pour éviter le malaise, pour prévenir le jugement, pour t'assurer que l'autre ne se méprenne pas. Et sans t'en rendre compte, tu envoies un signal que l'esprit humain interprète très vite. Si tu expliques autant, c'est peut-être que ta position n'est pas si solide. Ce mécanisme est subtil. Il ne dépend pas de la logique de ce que tu dis, il dépend de la manière dont tu le dis. Dans les interactions sociales, l'explication n'est jamais neutre. Elle révèle toujours quelque chose sur ton état intérieur. Elle suggère soit une maîtrise tranquille, soit une tension cachée. Observe autour de toi. Les personnes vraiment sûres d'elles parlent rarement longtemps pour justifier leur choix. Elles posent une décision, puis elles s'arrêtent. Elles laissent un silence. Et ce silence agit comme un point final. À l'inverse, celui qui continue à expliquer semble ouvrir une porte par laquelle le doute s'installe. Pourquoi cela se produit-il ? Parce que l'explication prolongée ressemble inconsciemment à une défense. Et toute défense suppose une attaque possible. Même si personne n'a attaqué, même si personne n'a remis en cause quoi que ce soit. L'esprit humain fait le lien très vite. Si tu te défends, c'est peut-être que tu te sens menacé. Ce n'est pas juste, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est ainsi que fonctionne la perception. Dans un échange, les gens ne réagissent pas seulement au contenu, ils réagissent aux besoins qu'ils perçoivent derrière les mots. Et le besoin le plus visible, le plus immédiatement détecté, est celui d'approbation. Tu peux avoir raison sur le fond, tu peux être cohérent, tu peux être compétent, mais si tu sembles avoir besoin que l'autre accepte ton raisonnement, tu perds quelque chose de précieux, tu perds la stabilité. Et sans stabilité, la confiance se fissure. C'est pour cela que, dans certaines situations, expliquer trop affaiblit. Pas parce que l'explication est mauvaise, mais parce qu'elle révèle une attente que l'autre perçoit comme une dépendance. Peut-être que tu as déjà remarqué ce phénomène dans ta propre vie. Plus tu cherches à être clair, plus certaines personnes deviennent sceptiques. Plus tu détailles, plus elles posent de questions. Non pas pour comprendre, mais pour tester, pour voir jusqu'où tu iras, pour sentir si tu vas continuer à te justifier. Et à ce moment-là, une spirale s'installe. Tu expliques pour dissiper le doute, mais ton explication crée davantage de doute. Alors tu expliques encore, et chaque mot supplémentaire t'éloigne un peu plus de la position que tu voulais défendre au départ. Ce piège est d'autant plus dangereux qu'il est invisible. On a l'impression d'agir intelligemment, d'être mature, de faire preuve de pédagogie. Mais en réalité, on est souvent en train de répondre à une tension intérieure, une tension qui n'a rien à voir avec la situation elle-même. Les stoïciens l'avaient compris intuitivement. Ils savaient que la parole est une action, et que toute action révèle une intention. Parler pour clarifier n'est pas la même chose que parler pour se rassurer. Mais de l'extérieur, la différence est presque imperceptible. C'est ici que beaucoup confondent clarté et justification. Clarifier, c'est ajouter une information nécessaire. Se justifier, c'est chercher à apaiser un inconfort. Et ce que les autres perçoivent, ce n'est pas ton intention déclarée, c'est ton besoin implicite.
Voilà pourquoi expliquer peut devenir un signal de faiblesse, même quand on a raison. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sembles chercher quelque chose chez l'autre, une approbation, une confirmation, un accord. Dans un monde où chacun observe chacun, ce genre de signal est immédiatement capté, souvent de manière inconsciente. Et une fois que le doute est installé, il est très difficile de le dissiper avec des mots. Car le doute ne porte plus sur ce que tu dis, mais sur toi. Comprends bien ceci. Les gens ne doutent pas parce que tu expliques. Ils doutent parce que tu sembles avoir besoin d'expliquer. Cette nuance change tout. Elle transforme une conversation rationnelle en test de posture. Dans cette vidéo, nous allons aller plus loin. Nous allons comprendre pourquoi l'explication déclenche ce mécanisme, comment le cerveau interprète ce signal, et surtout comment reprendre le contrôle sans devenir froid, fermé ou distant. À la fin, je te laisserai quelque chose de simple, pas une théorie, pas une règle abstraite, une manière d'agir que tu pourras utiliser dès la prochaine fois que tu sentiras l'envie d'expliquer plus que nécessaire. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans la psychologie précise du doute, ce qui se passe dans l'esprit de l'autre quand tu expliques, et pourquoi parfois moins de mots créent plus de confiance. Quand quelqu'un t'écoute, il n'analyse pas seulement tes mots, il observe ton rythme, ton ton, tes pauses, il capte des signaux faibles, et parmi ces signaux, l'un des plus puissants est le suivant. Est-ce que tu sembles à l'aise avec ce que tu dis, ou est-ce que tu sembles chercher quelque chose chez lui? Le cerveau humain fonctionne par raccourci. Il ne vérifie pas chaque information, il interprète des indices. Et l'un de ces indices est très simple. Plus une personne explique longtemps une décision ou une opinion, plus le cerveau suppose qu'il y a une incertitude quelque part. Pas forcément dans les faits, mais dans la posture. Pourquoi ? Parce que dans une interaction normale, une position solide se suffit souvent à elle-même. Elle est posée, puis elle s'arrête. Lorsqu'elle continue à se développer sans qu'on l'ait demandé, elle commence à ressembler à une défense. Et une défense n'existe que lorsqu'il y a une menace perçue. Même si l'autre n'a rien attaqué, même s'il n'a rien remis en question, le simple fait d'anticiper un doute crée l'impression qu'un doute est légitime. C'est un mécanisme presque automatique. L'explication prolongée ouvre un espace, et dans cet espace, l'autre commence à se demander « Pourquoi insiste-t-il autant ?» Il y a une différence fondamentale entre répondre à une question et répondre à une tension. La première renforce la confiance, la seconde l'érode. Le problème, c'est que de l'extérieur, ces deux choses se ressemblent beaucoup. Et l'observateur moyen ne fait pas la distinction consciemment, il la ressent. Lorsque tu expliques trop, tu déplaces subtilement la dynamique. Tu passes d'une position où tu poses quelque chose à une position où tu sembles demander une validation, même si ce n'est pas ton intention, même si ton raisonnement est impeccable. C'est pour cette raison que certaines personnes deviennent plus exigeantes à mesure que tu expliques. Elles posent plus de questions, elles demandent plus de détails, non pas parce qu'elles ne comprennent pas, mais parce qu'elles sentent que tu es prêt à continuer. Et tant que tu continues, le test se poursuit. Le doute ne naît pas du manque d'informations, il naît de l'asymétrie de besoin. Celui qui a le plus besoin que l'échange se passe bien se retrouve sans le vouloir dans une position inférieure, et l'explication excessive trahit souvent ce besoin. Observe des interactions où tu te sens le plus stable. Ce sont souvent celles où tu dis peu, mais clairement, où tu acceptes un court silence après avoir parlé, où tu ne cherches pas à remplir immédiatement l'espace. Ce silence agit comme un signal inverse. Il montre que tu n'as rien à ajouter pour te soutenir. À l'inverse, lorsque tu parles sans pause, lorsque tu ajoutes des précisions non sollicitées, lorsque tu reformules encore et encore, tu montres que le silence te met mal à l'aise
et ce malaise est perçu. Ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme fonctionne même quand l'autre est bienveillant, même face à quelqu'un qui n'a aucune intention de te juger. Le cerveau humain ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger anticipé. Il réagit au signal. C'est pour cela que certaines personnes très compétentes finissent par être moins crédibles que d'autres, moins compétentes mais plus calmes. Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de posture perçue. Il faut aussi comprendre que le doute est contagieux. Lorsqu'une personne commence à douter, les autres suivent. Une explication trop longue ne rassure pas le groupe. Elle attire l'attention sur une fragilité potentielle. Et une fois cette attention installée, elle est difficile à détourner. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une mécanique sociale. Les êtres humains évaluent constamment la solidité des autres, non pas par ce qu'ils affirment, mais par la manière dont ils soutiennent leurs affirmations. Lorsque tu poses une idée et que tu t'arrêtes, tu obliges l'autre à faire un choix. Soit il accepte, soit il questionne, mais la responsabilité lui appartient. Lorsque tu continues à expliquer, tu assumes cette responsabilité à sa place, et en le faisant, tu diminues ta position. Voilà pourquoi moins de mots créent souvent plus de confiance. Non pas parce que le silence est magique, mais parce qu'il rétablit une symétrie. Il montre que tu es prêt à laisser l'autre réagir sans intervenir immédiatement. Dans la prochaine partie, nous allons voir les situations concrètes où expliquer devient particulièrement dangereux pour ta posture. Les moments où, même avec de bonnes intentions, tu sabotes ta propre crédibilité. Et comment reconnaître ces situations avant qu'il ne soit trop tard. Il existe des moments précis où expliquer devient particulièrement destructeur pour ta posture. Pas parce que tu fais une erreur rationnelle, mais parce que le contexte transforme l'explication en aveu de fragilité. Et la plupart des gens ne les reconnaissent qu'après coup. Premier cas. Lorsque personne ne t'a demandé d'expliquer. Tu prends une décision, tu annonces quelque chose, et avant même qu'une réaction n'apparaisse, tu ajoutes des raisons, des justifications, des détails. Ce que l'autre entend alors, ce n'est pas ton raisonnement, c'est ton anticipation du désaccord. En agissant ainsi, tu montres que tu te positionnes déjà en défense. Tu supposes implicitement que ta décision devra être acceptée, comprise, validée. Et cette supposition affaiblit immédiatement ta position. Même si l'autre n'avait aucune intention de te contester. Deuxième cas. Lorsque l'explication sert à réduire ton propre inconfort. Tu sens une tension dans l'air, un silence, un regard, et tu parles pour l'effacer. Tu précises, tu ajoutes, tu reformules. Non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que le silence te pèse. Dans ce cas, l'explication n'est plus un outil de clarté. Elle devient un mécanisme de soulagement. Et ce soulagement se fait toujours au détriment de ta posture. Car tu montres que l'autre contrôle le rythme de l'échange. Troisième cas, lorsque tu expliques à quelqu'un qui teste ta position. Certaines personnes ne cherchent pas à comprendre, elles cherchent à voir jusqu'où tu iras, jusqu'à quel point tu vas t'exposer, jusqu'à quel moment tu vas continuer à parler. Face à ce type de test, chaque explication supplémentaire est interprétée comme une permission de douter davantage, une permission de pousser plus loin. Tant que tu continues à expliquer, le test ne s'arrête pas. C'est ici que beaucoup confondent ouverture et faiblesse. Ils pensent qu'en étant transparents, ils gagneront le respect. Mais la transparence sans limite
devient une exposition inutile, et toute exposition inutile affaiblit. Il faut aussi distinguer deux choses essentielles: clarifier un point précis lorsqu'on te le demande et te justifier spontanément. La première est un acte de maîtrise, la seconde est une réaction. Et les réactions sont toujours lisibles. Quand tu te justifies, tu montres que tu te situes en dessous de l'échange. Tu montres que tu es affecté par la perception de l'autre. Même si tu restes poli, même si tu es calme, le signal est envoyé. Un autre piège courant consiste à dire « je voulais juste préciser ». Cette phrase semble innocente. Elle ne l'est pas. Elle annonce presque toujours une justification déguisée, et elle prépare l'autre à douter davantage, même inconsciemment. Ce qui détruit ta crédibilité, ce n'est pas l'explication elle-même, c'est le moment où tu la donnes et la raison pour laquelle tu la donnes. Une explication donnée trop tôt, sans demande, sans nécessité, agit comme une fissure dans ta position. Les personnes qui inspirent naturellement confiance ne sont pas celles qui parlent beaucoup. Ce sont celles qui acceptent que tout le monde ne soit pas immédiatement d'accord. Elles ne cherchent pas à contrôler la perception. Elles posent une chose et elles la laissent exister. Cela demande une certaine tolérance à l'inconfort. Tolérance au silence. Tolérance au regard de l'autre. Tolérance à l'idée de ne pas être compris tout de suite. Mais cette tolérance est précisément ce qui crée la stabilité. Plus tu cherches à éliminer toute zone d'ombre, plus tu montres que l'ombre te dérange. Et ce dérangement est perçu. À l'inverse, accepter qu'il reste une part de non-dit montre que tu n'as pas besoin de contrôler l'interprétation. C'est ici que beaucoup réalisent quelque chose d'important. Le respect ne vient pas de la quantité d'explications, mais de la capacité à rester posé sans en donner. Cette capacité n'est pas innée, elle se travaille. Dans la prochaine partie, nous allons justement transformer cette compréhension en action. Comment interrompre le réflexe d'expliquer sans devenir fermé ou distant? Comment rester clair sans te justifier? Et comment utiliser une pratique simple pour reprendre le contrôle de ta parole au moment précis où l'envie d'expliquer apparaît? Maintenant, il est temps de transformer cette compréhension en quelque chose de concret. Parce que savoir pourquoi expliquer affaiblit ne suffit pas. Le vrai changement commence au moment précis où l'envie d'expliquer apparaît. Cette envie est presque toujours immédiate. Tu sens une légère tension, une accélération intérieure, le besoin d'ajouter une phrase, de préciser, de corriger une interprétation qui n'a même pas encore été formulée. C'est à ce moment-là que tout se joue. La première chose à faire n'est pas de te taire volontairement. Ce serait une erreur. Le silence forcé crée une rigidité. Ce que tu dois interrompre, ce n'est pas la parole, c'est l'automatisme. Lorsque tu ressens l'impulsion d'expliquer, fais une pause. Pas une pause visible, théâtrale. Une pause intérieure de 2 ou 3 secondes. Pendant ce court instant, ne cherche pas la meilleure formulation. Ne construis pas un argument. Observe simplement l'impulsion sans y répondre. Puis pose-toi une seule question. Une question simple mais décisive. Est-ce que ce que je m'apprête à dire renforce ma position ou est-ce que cela sert uniquement à réduire mon inconfort? Si la réponse est la seconde, alors tu n'expliques pas,
Tu laisses l'espace. Tu acceptes le silence. Et tu observes ce qui se passe. Dans la majorité des cas, rien de négatif ne se produit. Au contraire, l'autre comble souvent le vide. Il reformule. Il réagit. Il révèle ce qu'il attend réellement. Si en revanche l'explication est réellement nécessaire, alors elle doit être courte, précise, sans justification supplémentaire, une information, un point. Puis tu t'arrêtes. Tu n'accompagnes pas ta phrase d'un besoin d'adhésion. Tu ne cherches pas à voir si elle a été acceptée. Pour que cette pratique fonctionne, une chose est essentielle, l'intention. Avant de parler, rappelle-toi intérieurement ceci. Je ne suis pas ici pour être approuvé. Je suis ici pour poser quelque chose. Cette phrase n'est pas une affirmation magique. C'est un rappel de posture. Au début, cette pratique est inconfortable. Le silence peut sembler lourd. Tu peux avoir l'impression de perdre le contrôle. En réalité, c'est l'inverse. Tu cesses simplement de le céder. Avec le temps, tu remarqueras un changement subtil. Les échanges deviennent plus courts, plus clairs. Les questions deviennent plus pertinentes. Et surtout, les doutes diminuent. Pas parce que tu expliques mieux, mais parce que tu expliques moins. Il est important de comprendre ceci. Ne pas expliquer n'est pas refuser la communication. C'est refuser la justification inutile. C'est laisser à l'autre la responsabilité de sa réaction. Et cette responsabilité, beaucoup ne savent pas la gérer. Les personnes perçues comme solides ne sont pas celles qui convainquent le mieux. Ce sont celles qui ne ressentent pas le besoin de convaincre à tout prix. Elles posent une chose, elles attendent, et ce calme change la dynamique. Si tu appliques cette pratique, tu verras que le respect ne vient pas d'un effort supplémentaire. Il vient d'un retrait précis, d'un mot que tu choisis de ne pas dire, d'une explication que tu retiens. Souviens-toi de ceci. Expliquer est parfois nécessaire, mais expliquer trop est presque toujours un signal, et ce signal n'est pas celui que tu crois. Le vrai contrôle commence quand tu choisis consciemment ce que tu n'as pas besoin d'ajouter. La clarté n'a pas besoin d'insistance. Une position solide n'a pas besoin de justification constante. Et plus tu incarnes cela, moins les autres doutent. Non pas de tes idées, mais de ta présence. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.